commencer sans tarder, étant donné que l'heure a un petit peu rappelé. Merci à tous d'être ici nombreux pour cette dernière table ronde qui est consacrée à la compétitivité, aux dépenses publiques et à l'international, avec comme thème réduire nos dépenses ou aller dans le mur. Vaste programme. Et pour répondre à ces questions, des invités prestigieux et surtout compétents, que vous connaissez tous. Alors, à l'extrémité gauche de la tribune, qui est dans la salle, Gérard Dussiol, qui est ESSEC, qui est président du groupe de travail finances publiques de l'Institut Thomas More. Je crois qu'on peut qualifier l'Institut Thomas More de laboratoire d'idées européen et indépendant, c'est bien cela. Voilà. Basé à Bruxelles et à Paris. Et vous êtes le co-auteur de 163 milliards de plus, analyse comparative de la dépense publique en France et en Allemagne. À côté de vous, Hervé Mariton. Hervé Mariton, vous avez 53 ans, vous êtes X, ingénieur des mines, Sciences Po, DEA de gestion. Vous avez travaillé au ministère de l'Industrie, puis très vite vous avez touché à la politique. Vous êtes entré notamment au Conseil régional de Rhône-Alpes, puis comme député de la Drôme. Vous êtes maintenant secrétaire national à la Défense pour l'UMP. Et également, vous avez été enseignant, maître de conférences à Sciences Po et à Lyon 3, si je ne m'abuse. À côté de vous, au centre de la tribune, Jean Perlevade, que tout le monde connaît. Polytechnicien, énarque, ingénieur de l'aviation. Non. Bon, c'est pas grave. Je rajoute, c'est pas grave. Ingénieur de l'aviation civile. Ancien, qui a été directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy, puis président de Suez, de l'UAP, du Crédit Lyonnais et actuellement associé gérant de la banque Leonardo. Il vient de publier un livre qui s'appelle France, État critique. Voilà, il vous présente, il n'y a pas de mauvaise publicité. Je vous en lirai tout à l'heure, avant qu'il prenne la parole, un petit extrait qui me paraît très intéressant pour introduire son propos. À côté de lui, Laurent Daniel, polytechnicien, diplômé d'HEC, où il a fait un MBA, économiste chez HSBC, puis à la Banque de France, et maintenant à l'OCDE. Et enfin, Philippe Auberger, X, énarque, je ne me trompe pas, inspecteur des finances en 69, qui a été notamment conseiller technique au cabinet de Jacques Chirac à Matignon de 74 à 76, puis qui a ensuite connu une carrière politique comme maire de Joigny, député de Lyon. Ensuite, quand il était député, rapporteur général du budget de 93 à 97, également président de la très voisine commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations de 2002 à 2007. Et depuis 2009, vous entamez une troisième vie comme avocat chez Auguste et Debouzy. Alors, sans perdre de temps, nous allons tout de suite entendre le premier propos sur les finances publiques, un propos tenu par Gérard Dussiol, qui va donc nous expliquer un petit peu, nous en dire un peu plus sur ces 163 milliards. C'est celui-là ? Oui, c'est voilà. Alors, j'avais en tête de mettre un point d'interrogation, tant les résistances au changement dans ce pays sont importantes. Et les résistances sont importantes parce que nous sommes tous persuadés, on a encore eu l'écho un peu cet après-midi, quitte à être un peu provocateur, que plus l'État dépense, plus il stimule notre croissance, plus il apporte de protection aux Français, alors que la vérité est tout autre. Nous avons le plus fort taux de dépenses publiques de tous les pays de l'OCDE dans les 10 ans qui ont précédé la crise. Et nous sommes dans les 5 plus mauvais en matière de chômage. C'est-à-dire que nous avons en moyenne 2,5 points de chômage en plus, ce qui veut dire à peu près 700 000 personnes, ce qui veut dire entre 1,5 million et 2 millions de foyers. Et donc on a
la démonstration évidente du fait que plus d'États est une machine à fabriquer du chômage. Alors je ne reviens pas sur les premiers chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure, simplement sur le fait que pour financer ces dépenses, il faut bien les prélever quelque part, et on les prélève beaucoup sur le coût du travail. Et si on regarde ce qu'il faut en France débourser pour donner 100 de salaire net après cotisation sociale et patronale, les avant impôts sur le revenu, en France il faut 183, en Allemagne il faut 147. Ce qui veut dire qu'à pouvoir d'achat égal, le coût du travail en France est de 25% supérieur. Ça veut dire aussi que si nous avions les mêmes prélèvements sur le travail en France et en Allemagne, on pourrait augmenter les salaires de 6% et augmenter en même temps la productivité du travail de 15% dans les entreprises françaises. Alors on a donné quelques chiffres tout à l'heure là-dessus, j'en donne deux autres. C'est qu'on a beaucoup parlé d'industrie, et c'est un sujet très à la mode aussi. Entre 2000 et 2010, l'excédent brut d'exploitation des entreprises industrielles françaises a baissé de 20% en euros courants, et il a augmenté de 45% en Allemagne. En fait, on est dans un système, c'est qu'on veut protéger l'individu. On a parlé de compassion tout à l'heure, mais en fait, on affaiblit l'écosystème dans lequel il vit. Donc plus on protège, plus on affaiblit l'écosystème, et plus on a besoin de protection, et on est dans un système qui se nourrit lui-même. C'est un phénomène addictif dont nous n'arrivons pas à sortir. Le résultat, eh bien, on revient sur le cœur du sujet, compétitivité et balance commerciale. On voit la courbe en pointillé, c'est la courbe de la dépense publique rapportée au PIB. Celle en très plein, c'est la courbe du solde commercial. On voit que pendant toutes les années de reconstruction en Allemagne, il est négatif. Et puis, on voit à partir de 2003-2004 les réformes Schröder qui ont fait baisser de 5 points la dépense publique rapportée au PIB. Et on voit la consolidation de ce redémarrage du solde commercial. Et dans le même temps, on voit que la France reste la cigale de l'histoire, donc avec des dépenses publiques qui restent très élevées, donc l'écart se creuse avec l'Allemagne, et l'impact, c'est notre solde commercial qui se creuse. Alors on voit la contribution là-haut, sur la courbe du haut, de la balance commerciale à la croissance en Allemagne. On voit qu'elle est très largement positive à partir de 97, et on voit en France qu'elle est systématiquement négative. Et ça, c'est très important, c'est que on voit que le solde commercial a contribué pour 1,5 point de croissance en moyenne pendant toute cette période à la croissance allemande, et qu'en France, il nous a enlevé un quart de point. Ça fait un écart de 0,75 points. Ce qui veut dire, c'est un raisonnement un peu à la serpe, si j'ose dire, si on avait eu, nous, le même mécanisme que les Allemands, on aurait eu une croissance supérieure de 50% pendant toute cette période-là. Si on avait eu la même contribution que les Allemands, ce qui nous soulagerait quand même beaucoup les problèmes dont nous parlons. Ça, très rapidement, c'est la corrélation entre la balance commerciale française et la balance commerciale allemande. La courbe en bleu, c'est une échelle inversée. C'est les Français. Et on voit que chaque fois que l'Allemagne monte, ben la France descend. Ce qui relativise beaucoup la position mercantiliste de l'Allemagne dans toutes les discussions en cours. Et nous laisse penser qu'en fait, nous avons importé notre chômage d'Allemagne. Donc le paradoxe dans notre façon de penser, c'est que nous avons l'économie la plus étatisée, nous avons le plus de dépenses publiques, le plus de prélèvements obligatoires, la fiscalité sur le patrimoine la plus élevée, les inégalités les plus faibles, mais aujourd'hui encore, on continue à nous parler de solidarité, et on nous dit si ça ne marche pas, c'est justement parce que la solidarité n'est pas assez forte dans ce pays, et donc c'est parce que notre économie est encore trop libérale, et il faut remettre encore de la redistribution dans le système. Donc on a les mêmes politiques depuis 35 ans, je ne m'étonne pas là-dessus, mais le problème, c'est qu'on ne sait plus réfléchir en dehors de ces cadres-là. On ne sait plus regarder les problèmes en dehors de cette espèce de moule de pensée dans lequel nous sommes enfermés. Quant aux Français, on leur a refusé le plein emploi, parce que les autres pays ont montré que c'était possible d'avoir 2,5 points de chômage en moins, et les Français nous disent, vous nous avez refusé le plein emploi, donnez-nous le modèle social. Et donc eux aussi sont enfermés dans ce mode de fonctionnement dont on n'arrive pas à sortir. Oui. Donc maintenant, là-dessus vient se greffer le problème de notre dette. Donc nous sommes engagés à réduire notre déficit à 0 en 2016, et l'arbitrage, qu'est-ce qu'on doit choisir? Est-ce qu'on doit augmenter la pression fiscale, ou est-ce qu'on va essayer de recoller au peloton des pays d'Europe du Nord en améliorant notre structure fiscale? Mais si on continue à augmenter la pression fiscale, on comprend bien qu'on va rester dans cette même logique
d'affaiblissement et de spirale négative dans laquelle nous sommes depuis un certain nombre d'années. Alors ce tableau est un peu lourd, je ne vais pas m'étendre très longtemps. C'est le tableau qui s'appelle Plan de réduction de la dette publique et publié par le gouvernement, qui a été mis à jour le 23 novembre 2011. Et qu'est-ce que nous dit il nous dit que si on n'avait rien fait depuis 2010, on aurait eu un déficit public qui serait passé de 82 à 100% en 2016. Donc toutes les mesures qui ont été prises jusqu'au 7 novembre ont pour effet de ramener ce déficit, pardon, ça c'est la dette publique, excusez-moi, le déficit à zéro en 2016, et donc la dette publique qui va rester à peu près à 82%, monte un peu et redescend. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde les prélèvements obligatoires, et on voit que pour arriver à cet objectif, nous augmentons encore nos prélèvements obligatoires de 3,5 points, en les faisant passer de 42,5 à 46. Donc, à l'inverse, si on regarde les économies de dépenses de l'État et des collectivités locales sur cette période, on voit que la contribution à la réduction du déficit est de 1,60, ce qui fait, en euros 2008, ce qui fait 38 milliards, où l'État va véritablement faire des efforts pour rationaliser un peu son coût de production du service qu'il nous offre. Maintenant, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme effort si nous voulions restaurer notre compétitivité au niveau allemand? Donc on voit que les prélèvements obligatoires en 2009, l'écart était de 4,9%, les Allemands étant à 37%, et nous à 42%. Si nous, maintenant, nous voulons redescendre à 37%, si nous voulions redescendre à 37% pour justement déverrouiller l'entreprise et les poids de la fiscalité qui pèse sur l'entreprise, il faudrait que nous fassions non pas 38 milliards comme ce que nous avons prévu, mais 214 milliards. Ce qui veut dire 176 milliards de réduction de dépenses ou de prestations qui sont offertes par l'État français. Donc évidemment, quand on arrive à ces ordres de grandeur, ça pose des questions qui ne sont pas anodines. D'abord, vous trouvez des réductions aussi massives. Il y a deux possibilités. Soit moins de services de prestations, soit essayer de produire ces services moins chers. Et deuxièmement, comment les faire accepter aux Français? Alors il y a deux possibilités. La crise à bon dos, ou alors on reprend ce que disait Maître Bonacier, on rebâtit un discours pour dire le modèle, et c'est une époque qui est terminée, et ça a duré une bonne 35 à 40 ans, c'est fini, et maintenant il faut que nous reconstruisions un discours et un modèle pour dire il nous faut absolument restructurer notre appareil d'État et son rôle dans l'économie. Alors, on a fait cette comparaison franco-allemande, on l'a fait sur la base de 2007 pour éviter les distorsions dues à la crise. Entre la dépense publique allemande et française, il y avait presque 9 points de PIB, soit 163 milliards. Et donc, nous nous sommes posé la question, est-ce que les Français en ont plus pour leur argent, en ont pour leur argent comparé aux Allemands? Est-ce qu'on a plus de services, plus de redistribution, plus de prestations que les Allemands? Ou alors c'est un problème de productivité. Mais si c'est un problème de productivité, ça pose un énorme problème politique. C'est au nom de quel principe économique, juridique, éthique, moral, puisque c'est un grand mot dans le langage politique français, nous Français, nous accepterions de payer les mêmes services que les Allemands nettement plus chers. Et si c'est ça, ça voudrait dire qu'il y a un potentiel d'économie à faire dans la dépense publique qui est assez considérable avant de commencer à toucher au modèle, aux prestations et à notre modèle social. Et donc politiquement, c'est un autre discours. Alors, on ne rentrera pas dans les détails, c'est impossible de trancher, on ne rentrera pas dans les détails des différents postes que nous avons regardés, parce qu'on n'a pas le temps, et puis ça a été assez largement diffusé. Mais qu'est-ce que ce rapport nous a montré? Il nous a montré qu'il y avait effectivement, en comparant un certain nombre de postes dans différents domaines, santé, logement, école, fonction publique, qu'il y avait beaucoup d'énormes gisements de productivité exploités chez nous. On le savait, on en entend parler toute l'après-midi, mais jusqu'à maintenant, on ne faisait rien. Ça nous apprend aussi un processus de travail. C'est-à-dire que si on continuait cette comparaison, cet étalonnage, de façon encore plus détaillée, on pourrait renforcer cette démonstration sur le surcoût de fonctionnement, et on pourrait alors, à ce moment-là, avoir des arguments pour démystifier cet édifice intellectuel en France qui tétanise toute velléité de réforme. Il ne vous a pas échappé que dans toute l'après-midi, on nous a parlé de points de CSG, d'augmentation d'impôts divers et variés. On a peu parlé de réduction de la dépense, donc on est toujours dans ce moule. Alors, ça nous apprend aussi, ça nous donne de la matière pour reconstruire ce fameux discours dont nous avons tant besoin, parce que c'est là qu'est le cœur du problème.
On ne peut pas faire des réformes lourdes si on ne dit pas quelque chose, si on ne donne pas un sens à ces politiques. Et comment changer le discours? Eh bien, c'est de dire que la vraie injustice, c'est pas que Mme Bettencourt ne paye pas son ISF, ça ne change pas fondamentalement le problème. La vraie injustice, c'est que nos excès de dépenses engendrent des surcoûts du travail qui font baisser la compétitivité des entreprises, qui engendrent des soldes commerciaux négatifs, qui font baisser la croissance et qui engendrent les 2,5 points de chômage que nous avons en plus. Et donc c'est là, avec en plus toutes ces inefficiences et gaspillages, c'est ça qui pèse sur les plus démunis. Et donc, le derrière toujours plus d'État pour mieux servir les Français, il y a quand même une certaine forme de générosité qui masque beaucoup de choses. Et donc le message, c'est de pouvoir dire aux compatriotes, la réforme que nous voulons faire, si tant est que quelqu'un veuille la faire, c'est le gage à terme d'une plus grande justice sociale. Restaurer compétitivité, donc chômage structurel inférieur, assainir nos équilibres publics et se donner des marges pour l'école, la justice, on vient d'en parler, les retraites, la recherche. Donc, en quelque sorte, il faut préempter le discours sur le juste. Donc en conclusion, on devrait être optimiste parce qu'on sait qu'on a des marges pour agir, on sait où agir, on a les embryons d'un discours pour le dire aux Français. Restent deux obstacles majeurs. Le temps, c'est-à-dire qu'on sait tous que des mesures de restriction, de coupe budgétaire engendrent des courbangies, c'est-à-dire qu'il faut 18 mois à 24 mois pour qu'on revoie les bénéfices et l'économie qui redémarre. Et puis le deuxième obstacle, c'est un obstacle politique. C'est que réduire les coûts de fonctionnement, tous ceux qui sont dans les entreprises savent que c'est la chose la plus difficile à faire. C'est très ingrat. En plus, un des bénéficiaires du système, c'est quand même aussi la corporation politique. Et comment réformer la fonction publique si elle-même ne donne pas l'image d'une réforme de sa propre gouvernance, à commencer par le cumul des mandats, qui verrouille toute velléité de réforme sérieuse des collectivités locales, on l'a vu avec la dernière, et les blocages qui ont eu lieu au Sénat. Et donc aujourd'hui, que se passe-t-il? À quoi risque-t-on d'assister? C'est un système qui va continuer à vouloir se protéger. On va augmenter les prélèvements obligatoires, on baissera les prestations, on mettra des points de CSG par-ci, par-là. On n'aura rien réformé en profondeur de notre coût de fonctionnement. On laissera ces gaspillages et corporatismes perdurer. On n'aura pas rompu le cercle vicieux dépenses publiques et chômage. Et enfin, on n'aura rien dit, rien expliqué aux Français. Et le problème, c'est est-ce qu'on a encore le temps de faire ça, compte tenu de la situation de notre dette et de l'environnement de crise dans lequel nous vivons. Merci beaucoup Gérard Dussiol. Alors je vais demander à Philippe Auberger de réagir à ce propos à double titre. D'abord parce que c'est un des meilleurs experts des finances publiques, comme chacun sait, puisqu'il a été rapporteur général du budget, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Il a aussi été au cabinet de Jacques Chirac à Matignon lors des 2 dernières années où la France a vécu des exercices fiscaux, des exercices budgétaires excédentaires. Donc c'était historique, c'était il y a longtemps. Donc je vais lui demander 2 questions. Un, quel point de vue vous faites de l'analyse que vient de nous livrer Gérard Dussiol? Et 2, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal dans ce pays? On l'a vu à travers les 2 derniers plans de rigueur ou d'austérité, à réduire les dépenses publiques et on recourt toujours aux augmentations de taxes. Bien, d'abord, simplement un petit complément. Je suis tout à fait d'accord avec l'exposé qui vient d'être fait. Mais je voudrais y apporter un petit complément, enfin un complément qui est quand même assez substantiel, c'est que même si on rétablissait l'équilibre de nos finances publiques, ce qui est promis pour 2016, eh bien il nous faudrait encore au moins 10 ans, et probablement plutôt 15 ans, pour pouvoir revenir à une dette publique qui soit de 60% du PIB, qui est la norme qui a été prévue par le traité de Maastricht, et une norme qui était à l'époque respectée, qui nous a permis de rentrer sans encombre dans l'euro. Donc c'est dire que le premier exercice 2016 est absolument impératif, mais en plus il faut le poursuivre pendant une durée certaine pour pouvoir arriver à avoir des finances publiques qui soient saines, à la fois dans leur équilibre
et également par rapport au niveau de la dette publique et de son financement. Alors, pourquoi on n'a pas réussi, prenons au cours des 10 dernières années, véritablement à régler le problème? À mon avis, il y a eu trois erreurs majeures. D'abord, tous les gouvernements font des prévisions économiques de croissance qui sont exagérément optimistes. Je me souviens par exemple que la plateforme qui a été faite pour les élections présidentielles de 2002 partait sur un taux de croissance moyen sur les 5 années qui venaient de 3%. Alors qu'au cours des 10 dernières années, en moyenne, on a fait 1% de croissance. Et comme on calait à l'époque l'évolution des dépenses sur l'évolution de la croissance, eh bien, naturellement, on ne pouvait aller que dans le mur. La deuxième erreur qui a été faite, c'est de dire qu'il y avait une distinction entre les dépenses et ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire les mesures dérogatoires. Et on en a eu d'ailleurs tout à l'heure un exemple quand on a parlé du logement, on a parlé de l'amendement Sellier. Eh bien, jusqu'à présent, on faisait essentiellement des dépenses par voie d'aide directe à la construction, ce qui est parfaitement contestable, mais le fait de déplacer et de mettre ça sous forme de dépenses fiscales, et vous savez que les dépenses fiscales ont considérablement augmenté au cours des 10 dernières années, eh bien en fait ça n'a fait que déplacer le problème. Parce que dépenses fiscales, ça veut dire moindre rentrée fiscale, et donc l'exigence d'augmenter la fiscalité pour pouvoir compenser ces dépenses fiscales. Et donc l'effort, il doit porter non seulement sur l'évolution des dépenses publiques dans leur ensemble, mais également sur une réduction substantielle des dépenses fiscales. Et puis la troisième erreur, c'est de penser qu'il y avait une décloison étanche entre l'État et les collectivités locales. Or, les collectivités locales, les collectivités territoriales, vivent de plus en plus, du fait des compensations fiscales et autres, notamment à l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle, vivent sur les concours de l'État, qui sont considérables, et qui, jusqu'à cette année, augmentaient plus vite que l'évolution de l'ensemble des dépenses publiques. Et donc, comme on n'est pas arrivé à freiner pour différentes raisons, et on parlera tout à l'heure effectivement des problèmes des élus nationaux qui sont également responsables d'exécutifs locaux, qui sont directement intéressés par ces transferts, eh bien on n'est pas arrivé à endiguer l'augmentation très considérable des transferts. Cette année, c'est la première année où on va stabiliser. Et du coup, il y a une autre réforme également à faire, c'est que comme il y a de très grandes inégalités entre les collectivités territoriales au niveau des ressources, il faut accroître également la redistribution au sein de ces collectivités. Et bien actuellement, comme on a stabilisé, finalement, on n'arrive pratiquement plus à faire ces transferts qui évitent le dérapage, notamment dans les collectivités qui ont moins de ressources, moins de base fiscale. Donc voilà vraiment trois points à corriger. Et dans l'ensemble, si on arrive à la situation actuelle, on a effectivement le taux de dépenses publiques par rapport au PIB le plus élevé des grands pays industrialisés, eh bien c'est parce qu'on a eu un taux de progression des dépenses qui était excessif. Et actuellement, on est au début de la stabilisation en valeur, alors que ça fait déjà, c'était du temps d'Alain Lambert, donc ça fait déjà 8 ans qu'un certain nombre de députés, dont j'étais, réclamaient une stabilisation en valeur, pas en volume, c'est-à-dire pas compte tenu de la croissance, mais en valeur de l'ensemble des dépenses. Alors, on a fait, il faut quand même être juste, on a fait quand même un certain nombre de réformes. Tout à l'heure, d'ailleurs en aparté, on me disait que c'était insuffisant. Il y a eu quand même des efforts qui ont été faits. Mais c'est vrai qu'ils sont insuffisants. Prenons par exemple l'effort qui a été fait en matière de réduction du nombre de fonctionnaires. D'abord, cette réduction n'a concerné que les fonctionnaires d'État, et pas les fonctionnaires des collectivités locales, et encore moins les fonctionnaires hospitaliers, qui ont continué à augmenter d'année en année,
et évidemment ont poussé à l'augmentation des transferts pour la prise en charge. Donc pour les fonctionnaires d'État, y compris les enseignants, on a fait des efforts, mais qui sont insuffisants. D'abord parce qu'on a décidé la règle de 1 sur 2, mais au départ on avait dit qu'on aiderait, qu'on redonnerait 50% de l'économie aux fonctionnaires, et finalement on a même débordé 50%, et ça s'est avéré quand même extrêmement généreux. La Cour des comptes d'ailleurs l'a dit, il faut le reconnaître, donc il faut faire des choses. Alors on vous dit également que par exemple dans l'éducation nationale on est arrivé, mais pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout au niveau où on était en 90-91, où on était au même niveau en ce qui concerne les élèves, mais il y a encore nettement plus de professeurs à l'heure actuelle qu'il y en avait en 90 ou 91. Par exemple, deux exemples très précis. Le premier, les professeurs d'allemand. Je me souviens que j'avais interpellé un Premier ministre en disant, est-ce qu'il est vrai qu'il y a 1500 professeurs d'allemand de lycées et de collèges qui n'ont pas de chaire parce qu'il n'y a plus suffisamment d'élèves en allemand. Et c'est vrai. Et on n'a jamais pu obtenir que ces professeurs acceptent d'enseigner une deuxième langue vivante, alors que lorsqu'ils ont passé le concours pour être enseignants, ils avaient cette obligation de présenter deux langues vivantes. Il y a également les excès des différentes options au baccalauréat. Je crois qu'il y a une 50aine d'options au baccalauréat. Et je me souviens que dans la principale ville de ma circonscription, il y a des parents d'élèves qui sont venus me voir en disant « Mais nous, monsieur le député, nos enfants ont le droit à les mêmes options que Henri IV et à Louis le Grand. » Et il y avait des options, il y avait une option cinéma par exemple, qui était animée par un professeur qui était un de mes amis. Il avait 5 élèves par an pour cette option. Donc il y a vraiment encore beaucoup de ménage à faire. Alors Philippe Auberger, puisqu'il faut accélérer un petit peu, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à réduire les dépenses publiques dans ce pays et pourquoi on recourt toujours à l'impôt comme expédient? Alors je crois qu'il y a moi je donne deux clés principales. La première clé, c'est qu'on est toujours en butte avec un certain nombre de groupes d'intérêts et une multiplication des conflits d'intérêts. Alors d'abord, il y a un conflit d'intérêts évident, c'est le fait que la plupart des responsables d'exécutifs locaux importants sont également parlementaires et pèsent beaucoup dans les discussions au Parlement sur tous ces sujets de finances locales. Donc il faut en arriver, comme l'a proposé d'ailleurs la commission présidée par M. Sauvé, vice-président du Conseil d'État, sur les conflits d'intérêts. Il faut être beaucoup plus rigoureux dans notre pays sur les conflits d'intérêts. Et il faut considérer également que les parlementaires qui sont responsables d'un exécutif local sont en conflit d'intérêts. Et il y a, de façon générale, également tous les corporatismes qu'il faut absolument épuiser. Je vois par exemple actuellement, on vient de faire une réforme, soi-disant, des chambres régionales des comptes. Et les syndicats se sont mis vent debout, puisqu'il y a une chambre régionale par région, ils sont aperçus que pour des petites régions, eh bien, il fallait, c'était le projet de Philippe Seguin, de regrouper ces chambres régionales. Eh bien, ils se sont mis vent debout, et le premier président de la Cour des comptes et le gouvernement et le Parlement ont calé devant une telle réforme. Voilà. Donc, absolument, il faut absolument revoir ce problème de l'importance des groupes d'intérêt et des conflits d'intérêts. Et il faut surtout utiliser le fait qu'on va avoir des élections présidentielles législatives pour, dès les 6 premiers mois, faire un certain nombre de réformes qui sont difficiles, des réformes de cadre, des réformes de structure, et qui sinon ne pourront pas être faites. Et puis l'autre élément, et c'est vrai notamment pour les dépenses fiscales, c'est je crois qu'il faut absolument arriver à un examen beaucoup plus transversal des sujets. J'ai essayé par exemple de m'attaquer à deux dépenses fiscales. Une qui est minime, mais qui est vraiment scandaleuse, c'est ce qu'on appelle les SOFICA, c'est des sociétés de financement du cinéma, qui sont réservées à quelques personnes. Quand vous allez voir votre banquier, il vous dit « écoutez, j'en ai plus ». Pourquoi? Parce que ce sont les acteurs, les producteurs et les réalisateurs qui se partagent ce financement qui permet de déduire une partie des investissements de leur assiette d'impôts et qui parfois rapportent bien quand on a des films qui ont beaucoup de...
On n'est jamais arrivé, je ne suis jamais arrivé quand j'étais rapporteur général, pourtant je l'ai proposé plusieurs fois, du fait de l'opposition du ministre de la Culture, à supprimer ces SOFICA. Un deuxième exemple, c'est les investissements outre-mer. Il en a été un peu question. Vous savez que lorsqu'on est dans une tranche importante de l'impôt sur le revenu, il y a deux choses à faire. La première, c'est faire des investissements MALRO, c'est-à-dire dans les monuments classés, inscrits, ou également dans les secteurs sauvegardés. Et la deuxième, notamment parce qu'une bonne partie de ces investissements ne sont pas plafonnés. Donc vous avez des déductions importantes et non plafonnées. Et le deuxième investissement, c'est faire des investissements dans les dom-toms. Et j'ai été rapporteur de la dernière grande loi sur les départements et territoires d'outre-mer, la loi des Girardins. Et on s'était mis d'accord au sein de la Commission des finances pour atténuer un certain nombre de dispositifs et éviter que des investissements qui étaient d'un intérêt très médiocre soient financés par le biais de ces déductions. Mais c'est arrivé, je crois que le gouvernement n'était pas tout à fait étranger à cela, il a mis ça à l'ordre du jour le vendredi en fin d'après-midi, et je me suis retrouvé tout seul, en tant que rapporteur de la loi, en face de l'ensemble des députés d'outre-mer et de la ministre. Et donc, naturellement, j'ai été battu à plat de couture, et donc j'étais le seul à défendre une réduction de ces investissements. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de ménage à faire, il faut avoir beaucoup de conviction, beaucoup de courage pour pouvoir mener un certain nombre de réformes sérieuses dans notre pays. Merci beaucoup, Philippe. On va passer tout de suite avec Jean-Pierre Levade aux questions de compétitivité. Jean-Pierre Levade, vous en parlez beaucoup dans votre livre « France, État critique ». Et je voudrais, à ce sujet, lire une petite phrase que vous avez placée en exergue de ce livre. Si vous m'accordez 30 secondes, parce que cette phrase est un petit peu longue. Il y a toujours des médecins, tant mieux, qui préfèrent les bonnes paroles et les expédients. Ils ne font confiance ni au bon sens, ni à l'énergie, ni au courage de la nation. Ce sont des pessimistes. Parler le langage de la vérité, c'est le propre des véritables optimistes. Et je suis optimiste, moi qui pense que ce pays accepte la vérité, qu'il est prêt à prendre la résolution inflexible de guérir et qu'alors il guérira. Cette phrase est de Pierre Mendès France. Elle a été tenue à l'Assemblée le 3 juin 1953. Donc, Jean-Pierre Levade, vous êtes un optimiste. Je pense qu'il faut ajouter, pour tempérer mon optimisme, que c'était une déclaration d'investiture en juin 1953 et que l'investiture fut refusée à Pierre Mendès France. Je voudrais développer rapidement mon point de vue sur les problèmes de compétitivité avec un angle qui n'est pas contradictoire avec ce que je viens d'entendre jusqu'à présent, mais qui est quand même assez différent et qui peut conduire, sur un certain nombre de sujets, à des conclusions différentes. Premièrement, quand même, je ne résiste pas un mot sur la dette publique, qui pour moi est le méfait absolu. Vieux réflexe de banquier, quand je regarde un bilan, je regarde quel est l'actif net. Est-ce que vous savez quel est l'actif net de l'État français, d'après les chiffres de la République française elle-même? Non. Très optimiste. Très optimiste. C'est étonnant, ce chiffre-là n'est pas utilisé. L'actif net de l'État français est de moins 50% par rapport à la totalité de son passif. La moitié du passif correspond à des créances creuses, donc à des dépenses qui n'ont servi à rien, puisqu'il n'y a rien en face. C'était juste pour montrer mon point d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. La compétitivité. Pour un pays dans la mondialisation, la compétitivité, c'est quoi? C'est la capacité à payer aux étrangers ce qu'on a besoin d'acheter aux mêmes étrangers. Donc la compétitivité, ça se mesure au niveau de la balance commerciale.
le pouvoir d'achat vis-à-vis de l'étranger d'un pays, c'est mesuré par l'état de sa balance commerciale. Et comme il a été montré sur une courbe qui est passée tout à l'heure, à juste titre, depuis le début des années 2000, notre commerce extérieur s'est détérioré de façon absolument continue, année après année. Il est passé du positif au négatif, et le négatif est devenu de plus en plus négatif. J'ajoute, juste pour donner une idée de la vitesse d'enfoncement, qu'en 2001-2002, nous avions encore un commerce extérieur excédentaire, et qui était plus excédentaire en pourcentage du PIB que celui de l'Allemagne. Vous avez les courbes qui s'affichent. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement, si moi je prends des références un peu différentes, je prends les 10 dernières années, 2001-2011, nous avons perdu par an, d'après mes calculs, un demi-point de croissance. Donc, si nous avions simplement maintenu nos parts de marché à l'exportation, maintenu notre équilibre de commerce extérieur, nous aurions aujourd'hui 2,5 points de déficit budgétaire en moins et approximativement 1,5 million de chômeurs en moins. Et donc l'état du pays aujourd'hui serait complètement différent. Alors, pourquoi ? Il faut remonter aux causes. Qu'est-ce qui s'échange de manière internationale? Contrairement à une idée très anglo-saxonne et très française en même temps, ce qui s'échange dans le monde moderne à l'échelle internationale, je vais sûrement choquer certains parmi vous, ce ne sont pas les services, ce sont les produits. 80% des échanges internationaux portent sur des produits industriels, sur des produits fabriqués. Les services ne représentent que 20% de l'échange et ce sont essentiellement le tourisme et le transport. Bien entendu, les architectes, les juristes, les avocats, les professions libérales, les sociétés de services informatiques, etc., c'est essentiel à la sophistication d'une civilisation, mais ce sont des services qui se consomment en proximité. Ce qui s'échange, ce sont les produits de l'industrie. Et donc, ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a une corrélation étroite entre l'état de la balance commerciale et l'état de l'appareil industriel. De tous les pays industrialisés, il y en a 3 qui ont favorisé de manière telle les services, dont les services financiers, mais pas seulement, aux dépens de l'économie réelle, si je puis dire, ou de l'économie en tout cas de produits. Ce sont les 3 pays qui, dans le monde civilisé, dans le monde industrialisé, les 3 pays qui, dans le monde industrialisé, ont le plus réduit leur appareil industriel depuis une quinzaine d'années, sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont l'excuse d'avoir été ou d'être pays émetteurs de monnaie de réserve, d'où l'attachement aux services et aux services financiers. La France n'a pas cette explication. Nous avons aujourd'hui de toute l'Europe, nous sommes de toute l'Europe, la Grèce mise à part, le pays où l'industrie est la moins développée en pourcentage du PIB. Et donc, l'objectif de redressement est incontournable, c'est le redressement de notre appareil industriel. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il faut réduire la dette. Je l'ai dit, écrit depuis des années et des années. Mais vous voyez bien qu'avec 3 ou 4% de déficit du commerce extérieur tous les ans, vous avez besoin tous les ans d'un prêteur étranger qui vous amène 3 à 4% du PIB en dette supplémentaire. Donc l'idée qu'on réduit la dette du pays, l'endettement du pays, avec une balance commerciale structurellement déficitaire, est une idée fausse, impossible. Et deuxièmement, tant que nous avons ce déficit du commerce extérieur et qu'on perd un demi-point de croissance à cause de ce déséquilibre, bien entendu, on a une réaction spontanée très française de tous les hommes politiques, toutes tendances confondues, qui disent qu'il faut doper la croissance, donc il faut encourager
la consommation, donc il faut faire de la dépense publique. Donc vous voyez bien que jusqu'à un certain point, de mon point de vue, l'état des finances publiques et l'état de la dépense publique, qui est bien entendu excessive, sont des conséquences de la désindustrialisation acceptée, assumée du pays. À nouveau, pour quelles raisons économiques profondes? Je vais en proposer deux, sans être bien entendu complètement certain de mes propositions, parce que nous sommes sur un terrain où malheureusement il y a relativement peu d'écrits, d'études et de travaux. Premièrement, j'ai eu la curiosité, à partir d'un débat avec Attac, vous voyez, donc tous les débats, même avec Attac, servent à quelque chose. J'avais un débat avec Attac et Jean-Luc Mélenchon, accessoirement, sur le partage de la valeur ajoutée en France. Donc partage de la valeur ajoutée entre la masse salariale d'un côté et ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation des entreprises de l'autre, les marges brutes des entreprises. Et j'ai eu la curiosité, pour nourrir mes chiffres dans ce débat hexagonal, d'aller regarder ce qui se passait dans les pays voisins. D'où la conclusion, qui est peu connue, ou en tout cas qui n'était pas du tout il y a 3 ou 4 ans, qui commence à l'être un peu chez quelques initiés, l'appareil productif français, de tous les appareils européens, est celui qui fonctionne avec les marges brutes les plus faibles. L'excédent brut d'exploitation des entreprises françaises est de l'ordre, tout secteur confondu, est de l'ordre de 30% de la valeur ajoutée. La moyenne européenne est à 35-36%. Les Allemands sont à 40%. Accessoirement, l'Italie aussi. Curieux. Deuxième constatation, l'industrie, je l'ai dit, c'est le champion à l'international. C'est notre champion. C'est lui, c'est l'industrie qui va gagner l'argent qui va nous permettre de payer nos importations. L'industrie, c'est très capitalistique. Il y a de gros équipements, il y a des usines, il y a des machines, donc il y a de gros amortissements. Donc je m'attendais à ce que dans cette médiocrité générale des marges brutes françaises, l'industrie, au moins pour des raisons techniques, ait des marges brutes supérieures à la moyenne. C'est faux. Ça, c'est encore moins connu que le résultat précédent. L'industrie de tous les secteurs économiques français est celui qui a les marges brutes les plus faibles. On est vraiment très intelligent en France. Quelle est la raison de ça? J'aime pas l'expression coût du travail, parce que c'est pas, et là j'ai une divergence d'analyse, c'est pas ça qui est décisif. Après tout, le coût du travail, tout compris, en France et en Allemagne, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Le coût du travail en France et dans l'Europe du Nord, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Or, toute l'Europe du Nord exporte en proportion du PIB plus que la Chine. Donc quand vous allez parler de protectionnisme aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Finlande, aux pays scandinaves, à la Suisse, ils vont, je pense, vous rigoler au nez. La vraie question, c'est que notre appareil productif supporte plus de charges, beaucoup plus de charges, que les appareils productifs des pays voisins. Donc on a décidé de faire payer par notre appareil productif des charges de fonctionnement de la société qui ailleurs sont payées directement par les ménages. Donc ça, c'est la première raison. Insuffisance de marge, parce qu'on a surchargé notre champion. Et en particulier l'industrie. J'ajoute, là je suis cohérent, que vérification faite de tous les secteurs économiques français, l'industrie est celui qui a le niveau de charge le plus élevé. Ce qui explique ce que je vous disais il y a un instant sur les marges. Deuxième facteur, ensuite je pense que je m'arrêterai, le diagnostic étant, j'espère, suffisamment dramatique pour qu'il convainque tout le monde qu'il faut faire quelque chose. Deuxième facteur, je pense que les pays développés, en tout cas c'est mon analyse du peu que je sache sur le commerce international et les avantages comparatifs, le coût du travail en Allemagne, une fois de plus, c'est pas sensiblement différent de ce qu'il est en France. Et les Allemands ont un excédent de 3 ou 4% du PIB, alors que nous sommes en déficit du même montant. Et ils ont creusé la différence en 10 ans. Puisqu'il y a 10 ans, on était plutôt en moins mauvaise situation qu'eux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
On parle beaucoup aujourd'hui de recherche, innovation. Ça, à nouveau, messieurs qui m'entouraient, qui êtes des politiques, tous les hommes politiques aujourd'hui parlent de recherche et d'innovation. Mais en général, en France, quand on parle de recherche et innovation, là je vais rejoindre mon voisin de droite, là, tout à fait à droite, on pense CNRS, INSERM et université. Donc je vais vous donner un deuxième jeu de chiffres qui pour moi est terrible en termes de diagnostic. Si vous prenez la recherche publique en France représente à peu près 1% du PIB et nous sommes à peu près à niveau, je ne dis pas en qualité, mais en tout cas en quantité, nous sommes à peu près à niveau avec les pays d'Europe du Nord, dont j'ai parlé il y a un instant. Mais la recherche privée dans les entreprises, la recherche, le développement, la mise au point de nouveaux prototypes, la mise au point de nouveaux produits, l'innovation produit, l'innovation de marque, eh bien, nous sommes en France avec un deuxième 1%, ce qui nous amène au total 1 plus 1 égale 2. L'Europe du Nord, de manière générale, à laquelle je pourrais ajouter facilement la Corée du Sud, qui est le plus beau pays industriel qui soit, l'Europe du Nord est au double. C'est-à-dire au total aux environs de 3, et les entreprises de l'Europe du Nord font 2 fois plus de recherche en moyenne, 2 fois plus de recherche, d'innovation produit que les sociétés françaises. À partir de là, ce n'est pas étonnant de s'apercevoir qu'il y a 250 000 entreprises exportatrices en Allemagne, qu'il y en a, ce qu'on sait moins, 200 000 en Italie, et qu'il y en a 90 000 en France, venant de 115 000 il y a 7 ou 8 ans. Donc vous voyez, France, état critique. Sur cette pente-là, on ne va pas pouvoir continuer longtemps. Merci de m'avoir écouté. Juste une question et une réponse très courte, Jean-Pierre Levade. Le thème du moment et le thème développé par un de vos amis proches, c'est produire français, acheter français. Alors, c'était même le thème du déplacement du président de la République aujourd'hui, je crois, en Savoie, produire en France. Vous avez beaucoup insisté sur la reconstruction de l'appareil productif français. Or, il y a 2 contraintes qui pèsent sur cet appareil productif. Vous l'avez vous-même souligné. C'est d'une part le coût de la protection sociale, d'une certaine manière, et le coût de l'État, le coût des dépenses publiques. Par quoi est-ce qu'il faut commencer pour permettre la reconstruction de l'appareil productif ? Les charges des entreprises, de manière générale, il faut les alléger. Que ce soit les charges fiscales ou les charges sociales, ça m'est complètement égal. En première approximation, il faut alléger les charges des entreprises. Point. Je vous signale que les impôts d'État, autres que l'impôt sur les sociétés, depuis 10 ou 15 ans, ont augmenté. Les impôts à la production, en dehors de la TVA. Il y a une collection d'impôts qui pèse sur les entreprises qui est absolument gigantesque. Chaque fois qu'il y a un Parlement qui cherche une recette de poche, il fabrique une taxe sur le système productif. Donc, l'un ou l'autre, peu importe. Je pense que les charges sociales, ça serait peut-être plus pédagogique vis-à-vis du pays, mais ça serait probablement plus rude. Mais acceptons l'idée qu'il faut diminuer les charges sociales. Deuxièmement, en échange de cet allègement de charges, c'est-à-dire en échange de cette augmentation de marge, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est l'augmentation de marge. En échange de cette augmentation de marge, il faut obtenir des entreprises, et je ne confonds pas les entreprises et les propriétaires des entreprises. Je ne confonds pas les entreprises et le patronat. Je ne confonds pas les entreprises et les actionnaires. Ce sont des entités différentes. En échange de cet allègement de charges, il faut obtenir des entreprises qu'elles investissent davantage et qu'elles fassent davantage de recherche, d'innovation produit. Ça, c'est compliqué. Ça passe probablement par un effort important de mobilisation. Ça passe probablement aussi par des mesures fiscales. Je pense surtout maintenant que les banquiers et les assureurs vont avoir de moins en moins la capacité de financer l'appareil productif pour des raisons de régulation, je pense qu'il va falloir refabriquer des instruments de prise de risque dans le système productif.
et que ces instruments par lesquels l'épargne des ménages arrivera assez directement en financement des entreprises, au lieu de financer la dette de l'État, il faudra y associer un certain nombre d'avantages fiscaux. Pour encourager les entreprises à investir, je pense probablement qu'il faudrait diminuer l'impôt sur les sociétés à hauteur des bénéfices réinvestis. Donc il y a à la fois de la persuasion, l'affichage d'un discours qui est nécessairement un discours politique sur le diagnostic et le remède à apporter, et je trouve que en thème simplificateur, l'expression « produire français » est un très bon résumé de ce que je pense. J'ai d'ailleurs fait observer à l'un des intervenants qu'avant d'acheter français, il fallait produire français, parce que s'il n'y avait pas de production française, il n'y aurait rien du tout à acheter. Donc produire français, ça vient avant acheter français, donc il faut produire français, il faut un discours général, il faut de la mobilisation politique, il faut un débat avec les entreprises et leurs représentants, il faut davantage d'innovation, de recherche et d'investissement, mais vous voyez bien que le secteur à favoriser, le secteur sur lequel il faut concentrer les efforts, c'est le secteur industriel. Merci beaucoup, Jean-Paul Abad. Alors, tous ces discours que vous venez de tenir, messieurs, s'inscrivent dans une séquence conjoncturelle très particulière que je vais demander à Laurent Daniel, qui est économiste à l'OCDE, de nous rappeler, une séquence qui est marquée très profondément par la crise de l'euro et qu'il va nous rappeler en quelques minutes. Après quoi, je demanderai à Didier Mariton de conclure ce débat. Hervé Mariton. Bonsoir à tous. Alors, je vais aller très vite comme il est tard. Donc, je vais vous parler rapidement de la crise de la zone euro. Alors, en préliminaire, je voulais vous dire, donc, dans ce colloque, on a analysé les problèmes français. Donc, c'est vraiment les causes. Et la crise de la zone euro, c'est probablement la conséquence de ces mauvaises politiques relatives aux finances publiques et à la compétitivité en France et dans certains autres pays de la zone euro. Et que donc, la crise de la zone euro elle a deux facettes. Un, c'est une corde de rappel, parce que plusieurs fois on s'est interrogé cet après-midi sur qu'est-ce qui va déclencher le fait qu'on change de modèle, qu'on se réforme. Et on voit que la crise de la zone euro a agi comme accélérateur, comme révélateur. Donc ça, c'est un premier levier. Mais en même temps, donc ça c'est peut-être positif, mais en même temps, elle a surajouté des problèmes déjà à nos problèmes domestiques, elle a surajouté une nouvelle couche. Et donc, c'est cet aspect-là que je vais regarder avec vous. Donc, alors, peut-être si tu peux revenir en arrière. Donc, rapidement, je vais regarder la séquence. Donc, la séquence sous l'aune, qui remboursera la dette publique? Alors, de la Grèce, parce que c'est un proxy de la crise de la zone euro en général. Comment ça affecte le système financier européen, les derniers développements de la semaine dernière et un petit focus sur les eurobonds. Donc, alors, la séquence, donc qu'est-ce qu'on a vu si on regarde les spreads par des dettes publiques, le taux à 10 ans de tous les pays de la zone euro a convergé vers le taux allemand, donc juste avant le début de la zone euro en 99, et puis après, donc on est resté dans une zone calme, et puis là, maintenant, on rediverge. Alors, donc si on continue... donc maintenant, là, tu peux tout passer. Donc, si on regarde sur la situation du taux à 10 ans grec, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu, après donc la crise Lehman, donc une montée des inquiétudes parce qu'il y avait une aggravation, une récession, moins de recettes publiques en Grèce. Et donc, on s'est dit, qui va rembourser la dette grecque? On a commencé à se dire que la Grèce ne pourrait pas rembourser. Donc, le spread a monté, le taux grec a monté. Et puis, il y a Pierre Steinbrück, le ministre des Finances allemand, qui a fait des déclarations en février 2009 en disant il y a une solidarité européenne. Et là, on voit qu'il y a une détente sur les taux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Fin 2009, il y a un changement de majorité en Grèce. Et là, on a eu des révélations. Le déficit était beaucoup plus élevé qu'attendu. Et là, on est reparti sur une nouvelle tendance haussière. Et on a eu donc, toute une série de plans. Donc, on s'est dit que la Grèce ne pourrait pas rembourser sa dette. Donc les autres pays, le 7 mai, le 21 juillet 2011 et le 26-27 octobre 2011, il y a eu une série de plans. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu une réunion aussi Sarkozy-Merkel qui a montré qui a mis un terme à certaines espérances sur le fait qu'il y aurait un transfert au sein de la zone euro
essentiellement de l'Allemagne et aussi un petit peu de la France vers les pays en difficulté. Et donc là, il y a une envolée du spread. Et donc, si tu peux continuer. Donc voilà, le 26-27 octobre, il y a un nouveau sommet européen. Et on n'a pas réussi à enrayer cette crise. Et encore, il y en a encore une. Et là, maintenant, on est arrivé 5, 6, 7 décembre 2011. Donc tout récemment, la mise sous surveillance négative par S&P de tous les pays de la zone euro et de l'UE, donc, qui est aussi émetteur de dette, et du FESF. Donc on a vu le fait que cette crise a surajouté, comme ça, une défiance. Pourquoi notamment? Quel est un des arguments des agences de notation pour dégrader cette zone euro? Un des arguments, c'est de dire que cette solidarité va affaiblir aussi les finances publiques des pays corps de la zone euro. Donc si tu peux continuer. Et on a eu l'accord du 8 décembre dernier, donc un nouveau plan. Je vais en parler après, donc tu peux continuer. Donc maintenant, si on regarde les valeurs financières. Donc les valeurs financières du CAC, donc on voit que il y a eu Lehman, donc ça Lehman, et donc ça a eu une chute des valeurs boursières. Après, il y a eu un rebond. Et puis, depuis le 21 juillet, on assiste à une nouvelle tendance baissière des valeurs. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 juillet? Il y a un accord européen qui prévoit une implication du secteur privé. Et alors là, on a eu un nouveau choc. Donc, on voit que on a eu cette implication du secteur privé à créer, donc sans résoudre le problème de spread, à créer une inquiétude sur maintenant les valeurs bancaires. Et vous savez que les valeurs bancaires, les banques, elles sont, s'il y a un problème bancaire, comme par exemple il y a eu en Irlande, une banque avec des déposants, des ménages déposants, et probablement devra être nationalisée par l'État, et donc il y aura un transfert donc au périmètre public des problèmes bancaires. Donc voilà, donc là on a maintenant des inquiétudes aussi qui sont surajoutées sur le système bancaire. Donc là, si tu peux continuer. Alors, on a eu donc le 8 et 9 décembre, donc la semaine dernière, il y a eu une séquence. Il y a eu d'abord la BCE. Donc la BCE, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rebaissé son taux son taux directeur à 1%. Elle a fait 2 opérations de refinancement à 3 ans pour les banques. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que les banques n'arrivent plus à se financer à moyen terme sur le marché. Elle a assoupli les critères du collatéral. Donc elle a assoupli les conditions de financement du système bancaire. Par contre, elle a indiqué qu'elle n'augmenterait pas ses achats de titres publics. Enfin, pas significativement. Pourquoi? Parce que c'est contraire à l'article 123 du traité qui interdit le financement monétaire. Et donc, la BCE veut des gages pour qu'il n'y ait pas d'aléa moral à ses achats. Enfin, le fait qu'elle achète des titres et qu'elle crée une détente des taux ne crée pas plus de détente, plus un resserrement des finances publiques ne l'empêche pas, ce resserrement. Donc, et ensuite, on a eu cet accord du 8-9 décembre. Donc, qu'est-ce qu'il prévoit? Donc, il y a un volet, un pacte budgétaire, donc un fiscal compact, comme on dit en anglais. Donc, 17 pays de la zone euro, plus certains pays non membres de la zone euro, mais pas le Royaume-Uni, pas la Hongrie, qui ont déjà dit qu'elle ne participerait pas. Et il y aura des règles d'or constitutionnelles. Donc on voit, il y a un retour à l'aspect domestique de cette crise de la zone euro. Donc c'est l'effet corde de rappel. Donc là, c'est des règles d'or constitutionnelles, pas la même qu'on voulait mettre dans notre constitution, mais une autre qui prévoit notamment un déficit structurel qui est inférieur à 0,5% du PIB, une vérification de la CJCE de la transposition de cette règle dans chacune des législations, et des sanctions automatiques. Donc ça, c'est un élément clé qu'attend la BCE. Et la sanction, comme maintenant, il y avait déjà des sanctions qui étaient prévues dans le traité en cas de dépassement des 3%, mais là, elles ne peuvent être stoppées qu'à la majorité qualifiée. Donc si tu peux continuer. Et deuxièmement, des mécanismes de stabilisation. Donc là, je vais passer, on va passer, on n'a pas le temps. Donc, alors, on voit, qu'est-ce qui se passe si on regarde les tout derniers jours? On voit que la bourse a continué à perdre, on voit que l'euro a continué à perdre. Donc on voit clairement qu'on n'est pas encore arrivé à la solution de ce problème. Donc si tu continues. Donc, alors, un des éléments, donc c'est pas pour résoudre nos problèmes, les causes internes de finances publiques et de compétitivité, mais c'est un élément qui pourrait peut-être créer un peu de soulagement sur l'aspect zone euro, c'est les eurobonds. Alors pourquoi? Alors, ce qui fait, donc moi j'avais coécrit une étude avec donc un collègue de la Banque de France, et on avait regardé comment on pourrait construire des eurobonds en ayant une neutralité en termes de risque de crédit. Donc quel est l'intérêt? Ça permet d'éliminer l'aléa morale, puisque en gros, dans un taux d'intérêt, vous avez, si vous prenez donc un taux d'intérêt d'un pays hors Allemagne en zone euro, vous avez le taux allemand, vous rajoutez un spread, et dans ce spread, il y a une partie risque de crédit, donc qui est liée au fait le risque de non-remboursement, et une
autre chose qui est une prime de liquidité. Et comme vous savez, on a un marché fragmenté des dettes publiques en zone euro, donc contrairement aux États-Unis où il y a un marché de taille significative. Donc si on rassemblait toutes nos dettes, ça leur permettrait de gagner quelques pourcentages parce qu'elle serait plus liquide. Les investisseurs pourraient acheter, revendre cette dette, ça serait donc un vecteur, donc ça permettrait à certains investisseurs qui cherchent ce type d'investissement d'aller sur la dette sur ces eurobonds. Et on voit on est en train de calculer donc ce gain de liquidité parce qu'on fait une suite à cette étude et on voit que donc les premiers calculs, c'est quelques dizaines de points de base. Donc ça permettrait déjà de diminuer notre dette publique, notre taux d'intérêt sur notre dette publique, d'avoir ces eurobonds. Alors après, ce qui est très important, c'est de garder la neutralité en termes de risque de crédit. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nécessite tout un mécanisme qui permet aux pays les moins vertueux de payer plus à une agence de la dette et aux pays les plus vertueux de payer le taux qu'ils paieraient actuellement pour pas que l'Allemagne paie plus avec les eurobonds qu'elle paierait maintenant. Et la Commission a sorti tout récemment un livre vert où elle regarde ça. Alors elle remet à beaucoup plus tard ce qu'elle appelle les stability bonds, mais elle évalue aussi, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'elle évalue le gain en termes de liquidité. On voit que ça permet de gagner de la liquidité dans les bonds et de faire diminuer un petit peu le taux. Voilà, j'en resterai là, et voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Je vais demander à Hervé Mariton, qui est donc le seul politique présent à cette tribune, de bien vouloir nous faire la synthèse un petit peu de tout ce qui a été dit en politique, c'est-à-dire en tenant compte notamment, à partir de tous les avis d'experts qui ont été donnés, de tout le sentiment de l'opinion publique dont le politique, lui, doit obligatoirement tenir compte. Bon, je suis pas sûr de répondre parfaitement à l'exercice. En tout cas, je ne ferai pas la synthèse de la table ronde là, mais j'ai envie de commencer par un chiffre d'un rapport parlementaire qui énonçait récemment: il y a 330 000 travailleurs frontaliers français qui, tous les jours, vont travailler de l'autre côté de la frontière, que ce soit en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Espagne. Et dans l'autre sens, de travailleurs frontaliers de l'extérieur qui viennent travailler en France, il y en a 10 000. 330 000 versus 10 000, ces deux chiffres sont très intéressants dans un débat et dans une réflexion sur la compétitivité à l'instant de notre pays. Et de manière visuelle, un collègue me rappelait un déplacement sur une zone d'activité franco-luxembourgeoise à côté de d'Esch, sur laquelle les entreprises, certaines financières, pas nécessairement des plus louées récemment, mais en tout cas les entreprises sont côté luxembourgeois, et on a côté français le parking et la gare. Voilà, ces deux éléments sont, je crois, des images intéressantes dans un débat de ce type. Alors, ce que j'ai envie de dire aussi, là pour le coup, rebondissant sur un certain nombre de choses qui ont été dites, et c'est sans doute assez banal, mais ça me paraît important dans un débat comme celui-ci, dans une réflexion comme celle d'aujourd'hui et de X sursaut, c'est banal de le dire, mais il y a manifestement encore des efforts considérables à faire, l'importance de l'explication et de la pédagogie. Dans l'analyse des causes qui a été faite tout à l'heure, je pense qu'il y a une part importante qui est liée à ça. Alors, si on parle de réduction des dépenses publiques et d'amélioration de la compétitivité de notre pays, on arrive rapidement à dire à nos concitoyens qu'il faut faire des efforts. Le débat peut porter sur les conditions de répartition des efforts, mais il bute assez vite sur le fait que beaucoup de nos concitoyens diront que de crise, on leur parle depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que des efforts, non seulement ils ont le sentiment d'en faire depuis longtemps, mais on leur dit aussi, et c'est le politique, c'est sans doute aussi la presse, c'est tout plein de gens,
on leur dit que beaucoup d'efforts sont sollicités depuis longtemps. Je pense qu'une des difficultés de notre pays, c'est ce que j'avais appelé il y a très longtemps dans un papier un syndrome compassionnel, mais qui est assez largement nourri par l'absence d'explication politique. Je prends un exemple qui, dans le débat sur l'évolution du pouvoir d'achat, l'évolution des salaires, complique beaucoup les choses. J'ai publié en début de législature, en 2008, un rapport intitulé « Mesurer pour comprendre » qui était une entrée dans le débat sur les polémiques sur les grandes mesures économiques et sociales, pouvoir d'achat, inflation, croissance. Et il y a dans le rapport une partie, je pense, intéressante autour de l'euro, l'inflation et l'évolution du pouvoir d'achat. Dans la quasi-totalité des pays de la zone euro, avant l'arrivée de l'euro, l'inflation ressentie est, ce qui peut paraître curieux, mais c'est le cas, inférieure à l'inflation réelle. Au moment du passage à l'euro, dans la totalité des pays de la zone euro, l'inflation ressentie devient significativement supérieure à l'inflation réelle. Et dans la quasi-totalité des pays, sauf la France, ce décalage se corrige. Et il ne se corrige pas en France. Alors ensuite, on peut analyser autant qu'on veut la différence entre inflation ressentie et inflation réelle, la manière dont on prend en compte le logement, investissement ou dépenses entrant dans l'indice des prix, tous les commentaires sur l'indice des prix, le problème des dépenses contraintes, les nouvelles consommations, mais ces réalités sont les mêmes dans tous les pays de la zone euro. Et donc il y a tout de même une réalité objectivement différente en France et très perturbante dans le débat politique et dans tout débat sur l'amélioration de la compétitivité et sur la réduction des dépenses, y compris les dépenses publiques en réalité, parce qu'une part importante du pouvoir d'achat de nos concitoyens, en tout cas de certains d'entre eux, est approvisionnée par de la dépense publique, c'est ce fait qu'en France, le décalage est resté et les Français continuent de dire que l'euro est une cause importante d'inflation et nos concitoyens continuent d'avoir, différemment de plein de pays européens, la quasi-totalité, je pense qu'il y a un autre pays qui est dans notre situation, mais ça c'est tout de même davantage atténué chez lui, une perception très particulière du pouvoir d'achat. Je pense que le syndrome de compassion joue là sa part. Je pense que aussi, je n'ai pas une très grande connaissance des réalités politiques d'autres pays européens, mais c'est vrai qu'en France, un bon politique dit aux citoyens qu'il est malheureux et on lui dira « tu connais la vraie vie », et si on dit aux citoyens que les choses ne sont pas toujours aussi dramatiques que ça, on nous dira assez volontiers qu'on vit sur une autre planète. On voit bien dans un contexte de ce type que des politiques style Hartz III, contraintes sur l'évolution salariale, sont des politiques qui sont en France dans un contexte totalement différent de celui qu'on a pu, par exemple, connaître en Allemagne. Je crois que tu rappelais récemment un certain nombre d'efforts qui ont été faits en Allemagne. Aller expliquer des choses du style Hartz III avec un contexte comme celui que je viens de décrire à nos concitoyens est un exercice extraordinairement difficile. Je pense que vous l'avez entendu. Alors, sur la réduction de la dépense publique, il y a un enjeu. Je crois qu'il est important de partager cet enjeu et il y a des choses qui évoluent positivement et d'autres moins. Oui, une grande partie des Français sont plus attentifs qu'avant à la réalité de la situation des finances publiques, les déficits, la dette. Je publie un excellent bouquin l'an dernier dans lequel j'explique, Transmettre pour construire, Pygmalion, dans lequel j'explique que j'arrivais tard à un banquet de pompiers. Je m'installe, des jeunes pompiers de 20-25 ans. Philippe a aussi sûrement l'expérience des banquets de pompiers. C'est tout de même bien la première fois que des jeunes pompiers de 25 ans, ni plus ni moins éveillés aux questions des finances publiques que d'autres, j'ai été très en retard, entre le dessert et la clairette, ils ont le député sous la main. De quoi parle-t-il? De la dette. Et ça, ce sont des anecdotes que nous vivons assez fréquemment. Et il y a un vrai progrès. La réalité, cependant, est que, et ce serait important, ce serait intéressant, je ne crois pas qu'on ait cette analyse, d'arriver à faire une analyse quantitative de cela. On a on a un nombre bien supérieur de nos concitoyens qui sont alertés de cela. Pour autant, tous ne le sont pas, et je pense qu'une part importante aussi de nos concitoyens ne l'est pas.
Et on a probablement, dans la gestion de la société française aujourd'hui, des paquets significatifs, une part qui donne le moral, mais une autre avec laquelle le débat n'est pas beaucoup plus facile. Quand il s'agit de réduire les dépenses, il faut aussi avoir en tête pour nombre de nos concitoyens, réduire les dépenses, c'est réduire les dépenses des autres. Alors, la classe politique, en premier, d'autres catégories qu'on peut citer, mais même quand la conscience de la réduction de dépenses existe, si vous y mettez le premier ingrédient que j'ai décrit sur la déformation de perception de l'évolution des salaires, du pouvoir d'achat, chaque Français considère que ça n'est pas à lui de faire l'effort et que l'effort, c'est nécessairement la tête des autres. Je pense que c'est quelque chose qui complique tout de même un peu les choses, dans une situation où une petite réduction de dépenses publiques n'a tout de même pas beaucoup d'alliés, parce qu'il y a tout de même beaucoup de Français qui ont des conjoints, des cousins, qui sont très dépendants de l'argent public. Il y a une étude ancienne maintenant, mais qui avait été publiée par un institut économique francilien, qui faisait, mais les choses n'ont pas dû bien changer, qui regardait les régions françaises, et qui, mes termes ne sont peut-être pas assez rigoureux, mais en gros, essayait de catégorier les revenus, selon que c'était des revenus de transfert. Il y avait deux colonnes. D'un côté, la colonne revenus publics et revenus transfert, et l'autre, revenus venant d'entreprises privées. Dans 2 régions en France, et 2 seulement, la colonne revenus privés était supérieure à la colonne revenus publics ou de transfert. L'Île-de-France et l'Alsace. Dans toutes les autres régions, la colonne revenus publics et revenus de transfert l'emporte. Quand on a eu du poids des dépenses publiques par rapport à notre produit intérieur brut, c'est pas, à dire vrai, une découverte, mais c'est tout de même important d'avoir en tête cela, avec de fait des situations qui sont géographiquement assez contrastées. Je suis maire d'une petite ville. Dans toutes les petites villes ou villes moyennes françaises, le principal employeur, c'est l'hôpital, et puis ensuite, c'est souvent les lycées, les collectivités locales, et les entreprises viennent en général assez loin. Alors, je pense qu'il y a un grand travail de partage de l'enjeu qui est à faire auprès de nos concitoyens, mais il faut expliquer des choses de ce type. C'est-à-dire, quand mes pompiers sont préoccupés par la dette, parce que l'information est répétée et puis qu'il y a tout de même des gens qui réfléchissent un peu, à un moment, il faut arriver à les tirer dans une explication qui est de leur dire que, bon, très bien, on peut supprimer des voitures de fonction, diminuer de N% l'indemnité des élus. Une fois qu'on a fait ça, on n'est pas tout à fait à l'échelle des enjeux de maîtrise, de déficit et de dette qui sont nécessaires à notre pays. On a un vrai problème d'échelle. Et là-dessus, je pense qu'on a aussi un problème de pédagogie. C'est-à-dire, pour un certain nombre de il faut faire attention à ça, parce que la conscience des problèmes de finances publiques a progressé sur le fait qu'il y a un sujet, mais la conscience des dimensions, des enjeux et des sujets auxquels il faut toucher n'a pas encore progressé de la même manière. Et je pense qu'il y a une responsabilité, en particulier des parlementaires, qui quelque part sont des intermédiaires naturels entre le citoyen et des lieux de décision nationaux ou d'influence nationale, à participer de cette pédagogie et à expliquer les choses. Faut-il encore, quand il se passe des choses, les appréhender avec suffisamment de précision? Et je rebondis immédiatement sur les questions, histoire d'être dans l'actualité, du 8 et du 9 décembre. Il est important, je pense, à la fois de partager l'enjeu et de partager ce que peut être une nouvelle stratégie européenne. Il y a un accord, mais on est tout de même, c'est la réflexion que je me faisais aujourd'hui à l'Assemblée, Philippe le sait, donc le mardi, réunion du bureau du groupe, le groupe, puis ensuite séance l'après-midi. Je suggérais à un journaliste de faire une analyse comparative. On est probablement un des rares pays concernés par l'accord du 9, dans lequel le débat parlementaire n'a pas été engagé quelques jours après sur la lecture fine de la réalité de l'accord. On va le faire demain, après-demain, avec en général moins d'exigences que ne font d'autres parlements. Alors on a beaucoup daubé sur le fait que Mme Merkel était très dépendante du Bundestag, de la commission des finances, et puis qu'à un moment il y avait eu l'idée d'une sous-commission, puis la
Cour constitutionnelle a retoqué cela, mais en tout cas avec un rôle extrêmement important du Parlement. Je pense que ce rôle du Parlement peut participer d'un travail de pédagogie et que l'absence d'un rôle suffisant du Parlement en France n'aide pas à cette pédagogie. Pour illustrer le propos de Philippe, on a consacré la totalité, la quasi-totalité. Moi, j'ai interpellé le Premier ministre, mais ensuite il n'y avait plus vraiment de temps pour la réponse. Mais le Premier ministre m'a répondu ensuite à part. Mais on a consacré la quasi-totalité de notre réunion de groupe ce matin au problème de péréquation entre collectivités locales. Je suis en réalité, pour ma part, favorable au cumul des mandats en termes d'imprégnation locale et d'indépendance des élus. Un élu qui cumule est un élu plus indépendant, mais je dois dire que chaque fois qu'il y a des débats sur les finances locales, qui heureusement ne sont pas les seuls débats, je suis toujours très mal à l'aise, car de fait, les parlementaires n'arrivent pas à se tenir lorsqu'un débat sur les finances locales se présente. Et aujourd'hui, c'était caricatural. On a parlé pendant 1 heure de la péréquation entre collectivités locales et pendant 3 minutes et demie de l'accord de la fin de la semaine dernière. Ça n'est pas convenable dans le contexte d'aujourd'hui. Et je pense que la réalité serait la même, indépendamment des attaches partisanes des uns et des autres. Alors, je crois qu'il faut rentrer dans la discussion avec nos concitoyens. Et je vais vous demander de conclure. Terminer. Oui, tout à fait. Je pense aussi la seule manière de partager une réalité, c'est d'admettre qu'elle est compliquée, d'admettre qu'il y a plusieurs éclairages et de regarder dedans, sinon on ne voit pas le relief. Une fois qu'on dit et les règles de gouvernement économique de l'Europe qu'on veut sont censées nous aider à la réduction des dépenses publiques et la réduction des déficits, faut-il encore y voir assez clair sur les règles de gouvernement dont on parle ? Puisqu'on parle d'un nouveau gouvernement intergouvernemental, nouvelle gouvernance intergouvernementale, quel est le rôle de la Commission là-dedans ? C'est un sujet manifestement qui n'est pas explicité. Et je pense que les remarques peuvent vite paraître techniques et je passerai dessus, mais si on saute cette étape, si on n'a pas un vrai débat sur le fait de savoir si tout de même, quelque part, ce n'est pas la Commission qui tiendra le secrétariat de l'intergouvernemental, ou si on crée un nouveau truc pour l'intergouvernemental, il y a un débat politique qu'on peut avoir au Parlement. Il est trop technique pour l'avoir comme ça dans l'opinion, mais on peut l'avoir au Parlement. Si on saute cette étape, il y a à mon avis une étape d'explication auprès des Français qui aura manqué, et on peut se trouver à un moment face à une explosion politique de gens qui disent « Oh là là, vous ne nous aviez pas prévenus ». Le 10 décembre, le 11 ou le 12, vous nous avez expliqué que c'était facile, simple, intergouvernemental, et puis dit comme ça, c'est réglé. Et puis on découvre en réalité qu'il y a une autre mécanique européenne qui est en train de se mettre en place. Cette mécanique européenne, on la met en cause. En plus, vous signez l'accord en mars et vous nous demandez de voter en avril et en mai. Là-dedans, il y a un truc tout de même qui nous convient peut-être pas tout à fait. Je termine. Je pense que ce partage, c'est aussi... parce que, à la fois, le mot est savant d'une certaine manière, mais je pense qu'il peut permettre d'accompagner nos concitoyens dans une stratégie de réduction des dépenses publiques, c'est d'avoir en tête ce beau principe de subsidiarité. Nous sommes déficients dans la poursuite de la réduction des dépenses et la réduction des déficits. Il est alors normal de déléguer un certain nombre de compétences à l'échelle européenne. Inversement, il y a des sujets sur lesquels nos concitoyens peuvent souhaiter une simplification des politiques publiques, une simplification des décisions administratives et le rapprochement de son de décision, les polluants poussières en Île-de-France, les problèmes de remplacement de canalisation en plomb qui n'ont pas lieu d'être, le nombre de loups dans la Drôme, ou l'aide aux PME que la Banque européenne d'investissement est strictement incapable de mener et qu'elle délègue, mais bien tard, aux EO. Si on explique aux Français qu'en même temps qu'on est capable de déléguer vers le haut, on est capable aussi de rapatrier un certain nombre de compétences, je pense qu'on peut mieux les entraîner dans une réflexion et dans une action en termes de réduction de dépenses publiques. Expliquer aux gens que simultanément, il faut en effet dépenser moins, mais qu'on ne s'interdit pas pour autant de dépenser mieux dans les dépenses qui continuent d'être menées. Voilà. Merci beaucoup.